Bonjour Carole, Bonjour Marie. enchantée de te recevoir aujourd'hui sur un sujet qui va bien dans la lancée des vidéos que j'ai fait ces derniers temps qui tournent un petit peu autour des archétypes. Aujourd'hui, ensemble, nous allons parler des rêves, du pouvoir de transformation des rêves. Alors toi, c'est ton métier. Euh, je vais te laisser te présenter avec une première question. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée à ce sujet-là? Oui, c'est mon métier. Je suis analyste de rêve. Je suis devenue analyste de rêve. Je me suis offert ce cadeau pour ma vie, en fait. J'ai toujours noté mes rêves depuis très, très longtemps. Et voilà, au matin, j'avais des rêves et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Avec des impressions parfois qui étaient là, vivantes pendant plusieurs jours, parfois qui m'accompagnaient avec, comment dire, avec de l'aide, parfois avec une belle énergie, parfois avec des peurs, des cauchemars. Et je me demandais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc j'ai beaucoup noté mes rêves. Et en fait, j'ai commencé ma vie en faisant du yoga. J'avais besoin déjà de me rencontrer par le corps, d'apaiser mon corps. Donc, j'ai fait une école de yoga. Je suis devenue prof de yoga. Et puis, j'avais encore envie et besoin de me rencontrer encore plus loin. Et du coup, un jour, j'ai décidé que je pouvais aussi aller dans cette direction, c'est-à-dire faire une école pour moi-même devenir analyste. Et pour ça, j'ai déjà commencé par contacter quelqu'un qui était formé dans cette école pour travailler mes propres rêves, bien entendu, voir qu'est-ce que ça fait en moi. Bah oui. Et qu'est-ce que ça fait en soi? Qu'est-ce que ça fait en soi? Alors, je peux te dire que après la première séance, je suis ressortie avec une puissance justement à l'intérieur de moi, une énergie, un bonheur. J'avais l'impression que je touchais pas le sol tellement j'étais heureuse, mais je me sentais en même temps incarnée. C'était très bizarre en fait. J'avais mis un rêve je comprenais rien à ce rêve-là. Et on l'a complètement éclairé et bon, ça m'a donné une énergie incroyable et je me suis sentie entendue, comprise par l'analyste, mais aussi de l'intérieur par mon rêve en fait. Et donc c'est ça que je trouve absolument incroyable, c'est de pouvoir se rencontrer en faisant l'effort justement d'aller traduire ce message qu'on reçoit quand on dort. Ok. Alors, comment ça marche? C'est-à-dire que le rêve, d'une façon générale, de quoi ça parle ou de qui ça parle? Moi, j'ai entendu dire que le rêve ne parle toujours que du rêveur et que tous les personnages qui sont dans le rêve, en fait, sont toujours des parts de nous-mêmes. Alors, oui, la plupart du temps, oui. Sauf qu'on peut aussi avoir des rêves. Alors, quand on travaille un rêve, quand on contemple un rêve, on dit contempler, euh, on peut regarder, par exemple, si j'ai rêvé d'un homme, si je ne le connais pas, ça va forcément être une figure intérieure. On va le regarder sur le plan intérieur, c'est-à-dire cet homme, c'est aussi une part de moi, une figure intérieure qui m'accompagne. Mais je peux avoir aussi rêvé d'un homme, par exemple mon compagnon. Et donc, on va peut-être aussi pouvoir le regarder sur le plan de la relation extérieure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le regarder, comme on dit, sur le plan de l'objet, c'est-à-dire que c'est c'est réellement mon compagnon dans le rêve. Voilà. Mais la plupart du temps, on peut dire que on rêve de soi et toutes les figures qu'on va rencontrer dans le rêve sont des parts de nous. Ok, alors pour le coup, il y a tout de suite une autre question qui vient parce que il y a ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. Est-ce qu'ils rentrent dans ton domaine de compétence et quelle pourrait être la différence
Comment est-ce qu'on reconnaît un rêve? Parce que c'est un peu toujours la question qu'on se pose lorsque parfois on fait des rêves un peu catastrophes, qui peuvent venir simplement nous parler de périodes de transmutation. Je sais pas, j'imagine, on rêve d'une tour qui s'effondre, ben, c'est peut-être justement quelque chose qui s'effondre à l'intérieur de soi. Mais, Mhm. mais parfois, comment on fait justement pour savoir si c'est pas un rêve prémonitoire? Parce que c'est tout ce on va se dire, mais oh, il va m'arriver une catastrophe. Oui. Alors, ben, si c'est un rêve prémonitoire, on va le savoir à un moment donné, puisque ça va se réaliser. En tout cas, ce que tu me dis, ça m'évoque ce qui est arrivé à Jung. Donc moi, j'ai fait une école jungienne, hein, donc j'ai appris à comprendre ce qui s'est passé pour Jung lui-même. Et il évoque notamment une phase avant la Première Guerre mondiale où où il avait des rêves très de guerre, en fait, très, très violents. Je crois qu'il voyait des bains de sang, des choses comme ça. Et à tel point qu'il avait l'impression qu'il allait devenir fou, en fait. Et il s'est rendu compte par la suite que, en fait, ses rêves lui annonçaient la guerre. Donc, en, en ayant compris ça, il a compris que dans l'inconscient, en fait, le temps n'existe pas. Et que, du coup, c'est pour ça qu'on peut avoir effectivement des rêves prémonitoires. Mais il faut être super prudent avec ça parce qu'on peut pas, voilà, on peut pas anticiper, évidemment. Et c'est toujours intéressant de le regarder aussi sur un plan intérieur. Donc, questionner. Mais là, moi, j'entends à travers ce que tu dis que on peut avoir aussi donc des rêves un peu interpellants qui vont nous effrayer. Et donc ça va être à rencontrer aussi. Euh, Par exemple, des cauchemars. Moi, j'adore quand les personnes arrivent avec des cauchemars parce que pour moi, c'est comme la princesse qui va embrasser le crapaud. Tu vois, on n'a pas envie d'aller embrasser un crapaud. Euh, mais en fait, dans le conte, ben, le crapaud, quand on l'embrasse, il se transforme en prince. Et souvent, derrière un cauchemar, il y a des choses qu'on n'a pas envie de rencontrer, qui nous font peur de rencontrer, parce que euh, le moi conscient, en fait, il est aux commandes souvent, il est en résistance pour faire le chemin. Et donc, voilà, c'est lui qui dit, bon, moi, j'ai pas envie de parler de ça, c'est un peu terrorisant d'aller évoquer quelque chose, mais finalement, si on a le courage de l'évoquer, eh bien, ça va nous emmener plus loin, et puis on va découvrir l'énergie formidable qui se cache derrière le rêve. Ouais. Parce qu'en fait, il y a, enfin, moi j'ai entendu dire aussi, et puis c'est aussi des choses que j'ai expérimentées, c'est-à-dire qu'il y a des rêves qu'on va faire et qui vont être, qui vont peut-être correspondre juste à un processus de nettoyage et derrière lequel il n'y a pas forcément besoin de mise en sens. Parce qu'il n'y a pas forcément, en dehors du fait que c'est quelque chose qui se nettoie, qui se libère, et qui du coup prend forme dans un rêve, il n'y a pas forcément de message à entendre autre que celui-là. Et puis il y a d'autres qui sont vraiment porteurs de messages. Hum. Alors, j'ai envie de dire, en fait, il y a plusieurs niveaux dans un rêve. C'est vrai que on peut se lever le matin en ayant l'impression d'avoir été très nourri, ou comme tu dis, d'avoir nettoyé quelque chose, d'avoir évacué quelque chose, parce que le rêve, il est assez compréhensible et on se dit, voilà, bon, ben merci le rêve, voilà, il y a quelque chose qui est passé, qui s'est, comme tu dis, nettoyé. Euh, En revanche, on peut aussi se dire, bon, par exemple, si on fait une analyse et qu'on a rendez-vous avec son analyste et qu'on n'a pas de rêve et qu'on emmène celui-là, ben, on va peut-être se rendre compte qu'il y a aussi un message derrière. Et en fait, il y a plusieurs niveaux dans le rêve et puis c'est infini. Ouais. Et moi, ça m'est arrivé d'apporter un rêve à mon analyste en disant, bon, je travaille un peu ce que je te dis parce que j'ai pas d'autres rêves. Voilà, j'avais envie quand même de travailler celui-là, mais je pense que je l'ai compris. Et en fait, le fait d'être questionné par l'autre, en fait, hein, en la personne de l'analyste,
eh bien, ça va amener des choses qu'on n'avait pas vues soi-même parce qu'on n'est pas questionné, parce qu'on peut tourner en boucle un petit peu entre soi et soi. Alors, quel est l'intérêt d'aller voir un analyste? Parce que moi, je me souviens, il y a pas mal d'années en arrière, hein, on m'avait offert un dictionnaire d'interprétation des rêves. Et là, bon, tu as des interprétations toutes faites et qui sont parfois un peu bateaux, dans lesquelles on ne va pas forcément se retrouver. Donc, en fait, la question, c'est peut-on vraiment interpréter ses rêves uniquement à travers un dictionnaire un peu généraliste? Et quel est l'intérêt d'aller voir un analyste, en fait? Mm. Alors, moi, je pense qu'il vaut mieux, plutôt que d'ouvrir un dictionnaire qui va te dire tu as rêvé d'une dent, donc il y a une mort qui va arriver dans ta vie. Enfin, moi, j'ai déjà lu ça. Ah bon? Euh, je trouve ça un petit peu réducteur, grandement réducteur, parce que ça enferme le symbole, si tu veux. Hein, les rêves portent un langage qui est le langage symbolique et on ne peut pas enfermer dans un symbole dans une seule signification. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut pouvoir l'éprouver, tu vois, pour pouvoir vraiment le comprendre. Par exemple, par exemple, le chien, je ne sais pas ce qu'il y a écrit dans un dictionnaire bateau sur le chien, mais si je te questionne sur qu'est-ce que ça représente un chien pour toi, tu vas peut-être me dire que tu es terrorisé par les chiens parce que tu as été mordu par un chien dans ton enfance. Tu vas peut-être me dire, je ne sais pas, ou si j'interroge quelqu'un d'autre, il va peut-être me dire, moi j'adore les chiens, c'est l'animal le plus fidèle. Donc, comment enfermer le chien dans un livre qui va, tu vois, où on va dire, bon, t'es rêvé d'un chien, ça veut dire ça. Non, enfin, là, l'intérêt de voir un analyste, c'est que l'analyste, justement, va te questionner personnellement sur qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce dont tu as rêvé. On ne peut pas cataloguer, on ne peut pas mettre les choses dans les cases. Et c'est ça qui rend le rêve très vivant, très personnel. Et, et l'intérêt, c'est que ça va te faire parler de toi. Et souvent, le rêve, moi, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois, évidemment, parce que ça fait très longtemps que je dépose mes rêves chez un analyste. C'est que le fait d'être questionné, ça va te permettre de te rendre compte que il y a des choses que tu avais jamais nommées, ou il y a des choses que tu avais oubliées. Et d'un coup, tu es questionné, tu dis, ah, mais là, ça me revient, il y a ça, et tu vas dérouler un fil qui était niché quelque part dans un endroit de toi qui était oublié, l'inconscient. Hein. Et donc, ça va te permettre de raccrocher, de faire émerger un souvenir qui a généré une émotion bloquée, par exemple. Et donc, c'est passionnant. Enfin, moi, je me rappelle dans un atelier rêve il y a quelques années, pareil, j'ai dû parler d'un chien qui était mort dans mon enfance, hein, le chien de la famille. Et j'ai pu exploser en sanglots. Et moi qui pleure pas souvent, et je n'avais pas pleuré cet événement, il était resté enfoui en moi. Et en fait, j'ai pu mettre à jour euh, cette émotion. Hmm. Voilà, Donc, donc très passionnant de pouvoir être questionné par quelqu'un parce que ça, si tu veux, ça pose une altérité, ça pose une relation. hmm, Le rêve est éminemment relationnel en fait, parce que hmm, déjà entre soi et soi, on reçoit un message. Déjà le fait de l'écrire, ça va permettre d'avoir une première relation. Voilà, déjà en l'écrivant, je peux comprendre que là, tiens, là, il y a un sens, il y a un jeu de mots, il y a quelque chose que je réalise là en écrivant. Et après, le fait d'être questionné, ça va être encore donner une dimension supérieure. Et après, la proposition que l'analyste va faire, l'interprétation que l'analyste va faire du message,
va encore amener un sens. Et puis après, on peut le chercher encore ensemble. Et puis, on peut avoir encore d'autres choses qui arrivent. Et un rêve est assez intemporel finalement. Hmm. Donc en fait, puisqu'on a choisi comme titre le pouvoir transformateur des rêves, mais ce qui est véritablement transformateur, c'est le rêve en lui-même ou c'est l'interprétation du rêve finalement? Ben, ça peut être déjà le rêve en lui-même, parce que quand tu te réveilles au matin et que tu as rêvé d'une expérience incroyable, ben, je n'ai pas d'exemple là qui me viennent, mais où tu es complètement touché, déjà le rêve, il va déjà peut-être amener un plus à ta vie, c'est-à-dire qu'il y a une autre vie dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire, voilà, qui arrive le matin ou après une sieste, voilà. Déjà, il y a cette énergie-là qui va être amenée par le rêve. Et puis, bien après, il y a en effet le fait de recevoir le message si tu travailles le rêve. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors pour le coup, j'en ai une autre, parce que on peut donc aller interpréter au coup par coup un rêve, mais on peut aussi euh, entamer carrément une thérapie par le rêve, Ouais. Oui, oui, une analyse. une Mm. analyse par le rêve. Donc, est-ce que c'est pour tout le monde? Parce que j'imagine que pour faire une analyse, enfin, pour entamer une thérapie, une analyse par le rêve, il faut rêver. Et moi, par exemple, je te le partageais hors antenne, je dirais que je ne suis pas une rêveuse. Mm. Je vais avoir des rêves. Bon, j'imagine qu'il y a plein de rêves que j'ai, que je rêve comme tout le monde, mais que je ne me souviens pas forcément de mes rêves. Et que parfois, et potentiellement même, ça peut être par période, je vais avoir des rêves extrêmement marquants, extrêmement forts, extrêmement parlants. Mais en fait, j'ai l'impression que le rêve, enfin, en tous les cas, le peu que je me souviens de mes rêves, n'apporterait pas une matière suffisante pour entamer une véritable analyse. Et que pour le Mm. coup, je ne choisirais pas forcément le rêve, euh, D'accord. celui que je fais la nuit, comme support d'analyse. Et par contre, ce que j'utilise énormément, c'est le rêve éveillé. Parce que là, Mm. pour le coup, moi, c'est des portes qui m'amènent directement à mon inconscient et c'est pour moi le support privilégié et que je pratique aussi professionnellement à travers Oui. la lecture intuitive, les lectures d'âme, enfin, etc. Mais voilà, donc pour entamer une analyse, faut-il avoir faut-il être un rêveur qui rêve abondamment? Alors, je ne sais pas comment te répondre parce que on peut. Quel est le motif de l'engagement vers l'analyse en fait? Donc, ça peut être un rêve très marquant comme tu l'as cité juste avant, où tu vas avoir envie de comprendre ce rêve et tu vas donc faire appel. Et ensuite, peut-être que ça va, comme je te disais, ouvrir à d'autres rêves qui vont te donner envie d'aller les regarder. Et là, ça va se faire tout seul comme ça. Après, tu peux être quelqu'un qui rêve énormément et donc ben, avoir envie d'aller rencontrer ses rêves. Euh, et puis après, s'il n'y a pas du tout de rêve, on peut aussi, alors ça c'est intéressant parce que tu peux avoir envie de faire une analyse et puis arriver au rendez-vous en n'ayant pas de rêve. Et on peut aussi regarder des scènes de la vie, des scènes marquantes de la vie, du quotidien, qui, qui viennent juste d'arriver, par exemple, avant le rendez-vous, et en faire une lecture symbolique comme si c'était un rêve. Et ça, Hmm. c'est très intéressant aussi. Voilà, par exemple, j'attendais un rêveur la dernière fois qui est arrivé en retard. Donc, du coup, il m'a appelé sur la route en me disant, voilà, j'ai du retard. Euh, donc, il était un peu pressé, puis il a grillé un stop juste avant d'arriver chez moi. Et dans un endroit qui est très peu fréquenté, fatalement, il y avait les gendarmes qui l'ont arrêté. Et en fait, ils l'ont arrêté juste devant chez moi. Et donc, ça a duré un bon moment et ce dialogue avec les gendarmes et puis le PV, etc. Eh bien, on en a fait une lecture symbolique en fait de cet événement. On a regardé ça comme si c'était un rêve.
qui était survenu dans son inconscient. Oui, oui, mais moi, c'est ce que j'appelle la pratique du rêve éveillé, en fait. Mm. On peut aussi Voilà. dirais que on évolue dans le monde du rêve, hein, qui est aussi le monde de l'illusion. Hein, et quand commences à regarder les événements ben, au-delà des apparences, effectivement, là, on ouvre un monde. Voilà. Moi, je dirais que c'est le monde du symbole, puisque c'est l'inconscient qui s'adresse à nous, qui cherche à s'adresser à nous par la voie symbolique. Ouais, Et traduire ces symboles, ça permet ben, justement de rendre conscient ce qui n'est pas conscient. mm, Et c'est Jung qui disait, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. mm. Moi, l'idée, de pouvoir rencontrer son inconscient et qu'il y ait un mariage entre conscient et inconscient pour qu'on puisse justement se transformer. Ouais. Ouais. Et en même temps, il s'agit bien de s'arrêter à un moment donné, parce que l'inconscient est immense, est illimité. Et, et on peut y passer sa vie, en fait, après. Il peut y passer sa vie. Moi, je crois que je vais y passer ma vie parce que je me régale. Tant du côté de la rêveuse que du côté de l'analyste, en fait. Bon, après, les rêves peuvent signifier que bon, l'analyse est terminée. Hein, donc, ça, il faut écouter aussi ce message-là. Et puis, je voulais dire autre chose qui m'a échappé. Zut. Ben, ça reviendra. Moi, j'avais envie de te poser une autre question qui est que ben, finalement, l'interprétation des rêves, c'est quelque chose qui va se faire en individuel, mais d'après ce que j'ai compris, tu fais aussi des choses en groupe. Oui. Alors, comment ça? Alors, c'est très intéressant aussi de travailler ces rêves en groupe. On fait des ateliers de groupe parce que un rêve peut parler au collectif. Tu vois, ça peut être un rêve, voilà, qui va parler d'un événement qui se passe. Voilà, je sais qu'il y a eu par exemple des rêves autour du 11 septembre, ce qui s'est passé pour le 11 septembre. Enfin, il y a plein d'événements du collectif qui peuvent être, qu'on l'on peut retrouver dans le rêve, dans les rêves des personnes. Et en fait, donc, en gardant bien le cadre, c'est-à-dire en questionnant, si on est dans un groupe, on va questionner le rêve d'une personne, donc on va bien rester sur ses interprétations à elle, hein, et ensuite, bien, le message du rêve va probablement parler au groupe parce qu'il n'y a jamais de hasard. Donc, moi, je propose des stages d'été, des cercles de femmes, et avec une collègue. Et on se rend compte depuis qu'on propose ces stages qu'on a carrément des thèmes pendant tout le stage, des rêves qui vont parler toujours du même thème, Mm, mais sous des angles différents. Et mm. donc, ça va énormément éclairer les personnes. C'est assez incroyable et ça, on ne maîtrise pas. Et c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant et puis que ça rejoint vraiment les archétypes, voire la mythologie, parce que on est tous porteurs ben, de ces archétypes universels qui sont des espèces de formes pensées en fait, hein, qui nous traversent, qui vont s'exprimer de façon différente chez les uns et chez les autres, et notamment qui peuvent s'exprimer à travers des rêves, hein, puisque les archétypes se manifestent à travers des symboles Oui, et, 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 et que effectivement, tel que tu le dis si bien, quand on va se retrouver en groupe, moi je parle toujours de cette loi de résonance, j'ai oublié l'autre mot, la loi d'analogie. Ouais, ah, la loi d'analogie, où à un moment donné, quand un groupe se crée, c'est toujours en lien avec cette loi d'analogie qui fait qu'on se retrouve ensemble parce qu'il y a un archétype commun qui nous habite et qui nous réunit en fait. Et tout donc du à coup, fait. du coup, bah, c'est cet archétype qui risque effectivement d'émerger sous forme d'un thème qu'on va Mhm. percevoir à travers chacun des rêves Oui. des individus.
Oui, donc nous, par exemple, je peux dire qu'on a rencontré l'archétype de l'inceste, tu vois. Et ça, c'est très intéressant parce que euh, le fait de s'y plonger, de le rencontrer, eh bien, ça va permettre en effet de rencontrer cette énergie. Donc, les archétypes sont des énergies puissantes hein, qui peuvent nous habiter, nous prendre, nous posséder. Ouais. Et le fait d'aller rencontrer justement par la voie symbolique cet archétype, ça va permettre déjà d'en prendre conscience et de le remettre un petit peu à sa place, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est compliqué, c'est très compliqué l'histoire des archétypes. Mm, Oui, c'est ça, c'est l'idée, c'est de plus se laisser dévorer par les formes, mais de les incorporer, de les corporaliser finalement pour en devenir maître. Euh, dans le sens les dompter, parce que ces forces, et voire même, parce que là tu parles de l'archétype de l'inceste, qui pour moi rejoint cet archétype de la dévoration psychique en fait. Hein. mm. Et en fait, et qui correspond à des instincts primaires qui nous habitent tous hein, en termes d'archétype de cette violence fondamentale hein, et qui a besoin d'être domptée, d'être élevée sur le plan de la conscience d'amour pour qu'elle devienne créatrice. C'est-à-dire que comment on permet de passer d'une énergie qui est dévoratrice, qui est donc destructrice, à une énergie créatrice. Et c'est en ça où en la corporalisant, on en devient le maître et on peut l'agir de façon créatrice en fait. Oui, je ne sais pas si on peut dire devenir le maître, enfin moi je ne dirais pas comme ça, mais parce que les archétypes sont super, sont des énergies super puissantes qui nous Bah possèdent oui. depuis des temps. Hein. C'est waouh! Donc moi je dirais plutôt les rendre conscients, mais ça veut dire maîtriser quelque part aussi. Hein, donc voilà. Bah, moi, Euh, je me permets de parler particulièrement de ça parce que ça a été mon propre parcours, hein, étant habité à la naissance par cet archétype de l'inceste. Hein, j'ai fait déjà pas mal de vidéos sur le sujet. Bien à un moment donné, effectivement, ça m'a amené à faire tout ce parcours de transmutation et, oui. et, et d'aller incarner cette énergie non plus de façon dévoratrice, mais de façon créatrice. Euh, Alors, ce que j'entends dans ce que tu dis, en fait, c'est que tu as rencontré l'énergie de l'amour aussi. Bah, c'est ça, Qui, c'est exactement l'énergie voilà. opposée. Et donc, c'est ce que l'on fait quand on fait une analyse de rêve, Ouais. euh, qui peut m'amener à parler du soi, justement. Celui qui nous envoie le rêve, c'est le soi, qui est au centre de la conscience. Enfin, c'est Jung hein, qui a élaboré ce concept, parce qu'il l'a aussi rencontré intérieurement, hein, c'était du vécu. Donc le soi, c'est le grand unificateur, c'est la lumière au centre de l'inconscience, c'est la conscience avec un grand C au centre de la psyché qui cherche à nous refonder de l'intérieur. Et donc, euh, prendre conscience de l'archétype de l'inceste et pouvoir le remettre à sa place, c'est en effet avoir épousé aussi intérieurement l'archétype de l'amour. Voilà, ou de la loi qui remet les choses en ordre et qui permet donc de réunifier les contraires à l'intérieur. Et ça, je pense que c'est une notion qui est très intéressante et c'est ce que l'on rencontre beaucoup à l'intérieur de soi. Euh, Ce sont les opposés, l'ombre et la persona, le masculin, le féminin. Et donc le soi nous pousse sans cesse à à nous réunifier, à rencontrer ces opposés à l'intérieur de nous pour trouver la paix, en fait, pour trouver l'harmonie à l'intérieur de soi. Mm. La persona, dans les figures qu'on va rencontrer à l'intérieur des rêves, c'est un peu le modèle de perfection. Euh, Par exemple, un médecin, il doit être, voilà, il doit avoir un certain statut de bonne santé, etc. Et, et l'ombre, c'est ce qui est à l'opposé souvent de la persona. Et donc, ce sont ces deux opposés qui se rencontrent. Donc, si j'affiche un modèle de perfection, par exemple de politesse,
dans l'ombre, je vais avoir des tas de gros mots, tu vois, par exemple, qui sont là, qui attendent d'être exprimés. Et on va rencontrer ces opposés à l'intérieur de soi. Et le fait de rencontrer ces opposés, ça va permettre cette prise de conscience est déjà réunificatrice, en fait. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport aux archétypes. De toute façon, tout est archétype. Oui. Tout est archétype. Ouais. Ok, super. Eh bien, écoute, est-ce que tu aurais des choses à rajouter? Parce que le sujet est vaste, on pourrait en parler pendant des heures. Donc, c'était une petite introduction déjà. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter? Ben, je crois qu'on a bien fait le tour quand même des rudiments hein, de l'analyse de rêve. Ce que je peux rajouter, c'est que moi j'invite toute personne qui a envie de faire un chemin intérieur déjà de recueillir ses rêves. J'aime bien dire comme la rosée du matin, donc d'ouvrir un cahier et puis de noter déjà ses rêves. Et déjà le fait de les noter, ça va permettre d'avoir une première relation. Et voilà, j'invite des personnes à ouvrir cette voie, cette rencontre intérieure, parce que pour moi, elle peut être salvatrice. Euh, voilà. Et puis, bien voilà, moi j'avais envie de dire que je propose des stages, donc justement cet été dans le sud de la France, à Signane-la-Rotonde, avec ma collègue Blandine, avec qui donc on organise pendant ces stages de yoga. Donc, on se rencontre par le corps avec le yoga, dans la bienveillance. Ensuite, on fait donc des analyses de rêve en groupe, du coup, et puis des méditations. Voilà, on a un cercle de guérison qui aura lieu du 18 au 20 juillet et un cercle de femmes qui aura lieu du 20 au 26 juillet. Donc, c'est l'occasion aussi parfois, en fait, pendant ces stages, on a des personnes qui arrivent et qui ne nous connaissaient pas et elles vont ouvrir justement un travail sur l'analyse de rêve grâce à ces stages parce elles ont été assez bluffées. Ça peut être assez bluffant hein, de sentir à quel point on est accompagné de l'intérieur. Oui, si j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est que vraiment, on peut, à travers ce travail, se sentir complètement accompagné par un thérapeute intérieur et que les rêves sont vraiment là pour nous accompagner. Ce sont des amis. On peut ressentir un amour, une bienveillance, une force qui vraiment nous accompagne pour nous encourager là où on peut avoir des grandes difficultés. Voilà, enfin, c'est un chemin qui peut apporter vraiment beaucoup de force, beaucoup de soutien. Alors, pour le coup, puisque ça vient nous initier quelque part à rencontrer notre thérapeute intérieur, à un moment donné, on se retrouve aussi en capacité de se poser les bonnes questions et d'interpréter, d'analyser nos rêves tout seul. Alors, oui, je trouve que c'est plus difficile d'être tout seul parce que, comme je te disais, on peut tourner en boucle entre soi et soi. Le fait d'être questionné, ça amène de l'autre, ça amène de l'altérité. Et parce que en fait, quand on reçoit les rêves, c'est que notre moi conscient dort, qu'il n'est plus aux commandes. Donc, on peut recevoir le rêve. Ensuite, quand on note le rêve et on va vouloir se l'interpréter, alors parfois on peut avoir une vision très claire hein, de ce que le rêve veut nous dire pour soi-même, parce qu'on a fait un grand chemin comme toi, Marie, comme ce que tu me partageais hors antenne. Mais parfois, le moi conscient est radicalement aux commandes.
et il va pas vouloir voir ce que le rêve, le message que le rêve Mm. veut lui envoyer. La prise de conscience qu'on doit avoir. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui vient nous interpeller par, Oui, voilà. bah, c'est ce que tu disais au début de la vidéo, hein. Donc, voilà, Oui, ok. mais c'est bien aussi de le dire comme ça. Et Ouais. tu vois, par exemple, cette semaine, on a travaillé un rêve avec une rêveuse et puis qui était c'était un cauchemar. C'était vraiment difficile de déposer ce rêve et voilà, d'en parler. Et en fait, elle s'est elle-même rendue compte que c'était son moi conscient qui était aux commandes et qui était en résistance et qui avait très peur. Et donc, bon, l'idée aussi de pouvoir s'ouvrir à quelqu'un, c'est aussi faire ce chemin de confiance, déjà d'être dans une forme de relation avec l'autre, avec l'analyste, qui va amener ben déjà le fait d'arriver à parler de ce qu'on a du mal à dire, en fait. Et Mm. déjà, ça va ouvrir une porte. Ça y est, j'ai pu le dire, ouf, je l'ai dit à quelqu'un. Et puis voilà, la fonction du rêve et la fonction et le rôle de l'analyste, ça va être aussi de rassurer aussi la personne qu'elle est accompagnée et qu'elle peut se déposer. Parce que parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à déposer, c'est trop compliqué, c'est trop douloureux. La voix symbolique, elle a aucun tabou. Donc, on peut avoir des rêves archi-sexuels, par exemple, ouh là là, comment je vais pouvoir parler de ça? On va me questionner, oh, je vais peut-être pas avoir envie de parler de ça. Mais on se rend compte que dans la symbolique, ben, la sexualité, ça peut simplement parler d'union intérieure, tu vois. Mm. Mais pour le coup, c'est là où on peut être aussi un petit peu pris au piège, parce qu'on peut arriver avec un rêve qui n'a ni queue ni tête, bon, puisque c'est une approche symbolique, on n'arrive pas trop à décoder, puis finalement, on part chez l'analyste, on arrive avec le rêve, et puis en décodant, on finit par se retrouver tout nu, avec des choses qui apparaissent, qu'on n'avait pas envie de parler, mais qui finalement apparaissent. Et à un moment donné, c'est comment cette Et démarche nous oblige à voir des choses qu'on ne voulait pas voir. on peut être débusqué, on peut être démasqué. Et voilà, si on est en confiance et si on a déjà fait ce chemin de OK, bon, mon ego, il va en prendre un petit coup. Et alors, qu'est-ce qui est le plus important? C'est mon chemin. Et ça m'amène aussi à préciser justement que, enfin, moi, ce qui m'a emmené vers cette voie, c'est que, bon, j'ai fait d'autres thérapies, c'est que quand on travaille un rêve, euh, celui qui est au centre, c'est le rêve. C'est pas le moi de l'analyste, c'est pas le moi du rêveur. Il y en a aucun des deux qui conduit le rêve. C'est le rêve qui conduit l'analyse. Hmm. Donc, moi, en tant qu'analyste, je ne sais jamais où je vais. Je reste ouverte et je n'ai aucune idée préconçue. Je ne mets jamais personne dans des cases. Hmm. Et le rêveur, ben, il peut pas dire, ben, aujourd'hui, j'ai envie de parler de mon père. Non. Aujourd'hui, Oui. je vais parler de ce dont le rêve veut me faire parler. Et Ouais. donc, il y a déjà l'idée de se rendre, tu vois, parce que nous, on disait que le moi doit se rendre sans condition Hmm. pour que la transformation opère. Et ça, c'est le côté passionnant. Mais voilà, donc là, le rêve fait office de tiers. Mais c'est comme pour, bon, j'ai déjà fait des séances avec toi, euh, l'astrologie fait office de tiers. Tu t'appuies aussi sur un tiers. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que il y a toi, il y a moi, il y a l'astrologie. Ben, dans le travail d'analyse de rêve, il y a le rêveur, il y a l'analyste et il y a le rêve. Et on est trois. Donc, et au Oui, centre, mais il y a ce rôle de tiers, c'est le rôle du langage, et donc c'est le rôle du symbole, en fait, hein. Enfin, tous ces outils-là, que ce soit le rêve, l'astrologie, enfin, ou toute approche symbolique, font toujours approche de tiers. Ce sont des langages, en fait, hein. Ce sont des-
Ok, super. Bah, écoute, merci. Donc, toutes tes coordonnées sont sous la vidéo. Voilà, pour les rêveurs et les rêveuses qui souhaiteraient te contacter pour aller interpréter un rêve ou pour aller faire un stage voilà, cet été. Je te remercie, Carole, et puis eh bien, merci à vous, chers rêveurs et chères rêveuses, et à très bientôt. Merci Marie, merci à tous et à très bientôt.